Ta vie ne dépend pas de toi. Elle dépend des choix de ceux qui t'ont précédé. Quand on est ivoirien, on pense avant tout à la communauté, à tout le monde autour de nous et pas qu'à soi. Quiconque marche doute. Il n'y a que ceux qui sont assis qui doutent pas. Quand tu es assis, c'est stable. Mais quiconque marche, se lève et marche vers un objectif doute. Quand tu réussis, il y a beaucoup de monde autour de toi. Quand il t'arrive une déconvenue, il y a beaucoup moins de monde autour de toi. C'est eux ton entourage. C'est eux le vrai entourage. Parce que souvent, quand on échoue, on a peur d'être nul et d'être vu comme tel. Non, échoue, c'est trop stylé. Bonjour Guy, bienvenue dans House of Africa. Bonjour Osama. Comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Super. Pourrais-tu nous indiquer ton nom, ton prénom ainsi que ton pays d'origine? Guy Inshot, je viens de la Côte d'Ivoire. Raconte-nous ta première rencontre avec la Côte d'Ivoire. Waouh. Ma première rencontre avec la Côte d'Ivoire, en réalité, elle s'est faite en France. Ma première rencontre. Le décalage que je pouvais avoir avec mes camarades de classe. Quand on vient de Côte d'Ivoire, on est ivoirien. Et donc moi, ma première rencontre avec la Côte d'Ivoire, c'est la moquerie. Parce que quand on est ivoirien, on nous dit « T'as oublié tes lunettes, tu vois rien, blablabla, blablabla ». Donc j'ai détesté mon pays que je ne connaissais pas au départ. Parce qu'on se moquait beaucoup de moi à l'école. Et donc je m'empruntais des origines. Il y a un film à l'époque qui s'appelait Rasta Rocket. Donc je m'inventais une origine jamaïcaine. J'étais jamaïcain à l'école. Ou congolais. Et jamais j'ai dit que j'étais ivoirien. La fierté d'être ivoirien a commencé quand j'ai commencé à côtoyer mes grands cousins, mes grandes cousines et découvrir un peu plus de choses parce que mes parents ne nous ont pas immergés dans la culture ivoirienne. Ils voulaient qu'on soit bien intégrés et donc ils ont fait le choix. Par exemple, je ne parle pas mon patois, je ne parle pas ma langue vernaculaire. Je ne la connais pas. Je connais quelques bribes de mots. Je suis ivoirien, mais je suis aussi abé du peuple Akan en Côte d'Ivoire. Et j'ai de gros déficits de ce côté-là parce que mes parents ont fait un choix, celui de nous assimiler le plus possible parce que ça a été très dur pour eux de s'intégrer en France, d'arriver en France, de se sociabiliser, de trouver un emploi sans utiliser les papiers des autres. Ça a été très très difficile de trouver un logement et limite mes parents ont trouvé un logement lors de ma naissance. Parce qu'en France, un enfant français, on ne le laisse pas dehors à l'époque. Et du coup, c'est ma naissance qui a permis à mes enfants d'obtenir tout un tas de régularisation. Avant, ils étaient en situation compliquée. Et donc moi, la Côte d'Ivoire, au départ, ma première rencontre avec la Côte d'Ivoire, c'est dur. C'est beaucoup de choses que je ne veux pas. Jusqu'au jour où on fait notre premier voyage. Et en réalité, j'ai été en Côte d'Ivoire que 2 fois dans ma vie. La première fois, tous en famille, on est tous ensemble. Et donc à ce moment-là, aussi c'est difficile parce que les parents ont des peurs, ont des craintes, ont des réticences après presque 30 ans sans y avoir été, autre que pour des sujets funestes, les décès de mes grands-parents. Compliqué. Donc la Côte d'Ivoire a toujours été assimilée à quelque chose de difficile jusqu'à ce que j'y retourne pour la seconde fois, que je fasse mes propres armes, mes propres expériences avec mes amis ou avec mes contacts et que là, ça change totalement mon regard et que je me dise, ouais, ce pays a énormément de choses à faire et je dois être présent pour pouvoir les faire. Et quelle a été l'influence de la Côte d'Ivoire sur toi? De me battre pour tout, de me battre pour obtenir ce que je veux, de me battre pour me réaliser, de me battre pour m'en sortir, de me battre pour entreprendre. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vit un 4e mandat présidentiel dans un pays qui se dit démocratique. C'est des choses qui ne se font pas. On doit se battre pour absolument tout. La Côte d'Ivoire a beau être un pays dans cette sous-région très développée. Comme on dit, quand il pleut à Abidjan, c'est toute... quand Abidjan a froid, c'est toute l'Afrique qui tombe malade. On a besoin de se développer, de se battre, d'agir. Et moi, c'est ce rapport-là que j'ai.
La Côte d'Ivoire me donne ça. Au-delà du folklore où voilà, on aime ce qu'on appelle les atalakou, on aime jouer, on a le verbe facile, on a les compliments faciles et on est des ambianceurs nés. C'est aussi le fait de se battre, d'entreprendre, de développer et de créer de la valeur pour la communauté, pas uniquement pour soi. Quand on est ivoirien, on pense avant tout à la communauté, à tout le monde autour de nous et pas qu'à soi. Pourrais-tu nous parler justement de la culture ivoirienne? Oh, je serais pas le mieux placé pour ça. Mais beaucoup d'hospitalité, beaucoup de chaleur. Là, ce qui me vient quand on dit Côte d'Ivoire en termes de culture, c'est énormément l'altruisme. L'Ivoirien peut tout donner à l'autre et oublier de penser à lui parfois. L'Ivoirien est très fêteur, très ambianceur, ne prend rien au sérieux, mais est très sérieux dans les choses qu'il fait. On aime tout tourner en dérision parce que les choses sont difficiles. Et donc, on a pour habitude, pour atténuer cette douleur, de la tourner en ridicule ou de la tourner en dérision pour nous aider à avancer. Comme si on était dans un genjutsu ou qu'on vivait dans une illusion pour nous permettre de mieux continuer et d'affronter les ennemis et les difficultés qui surviennent tout autour de nous. L'histoire de la Côte d'Ivoire depuis les indépendances est assez sanglante. Il y a eu pas mal de coups d'État, il y a eu pas mal de difficultés, il y a eu pas mal de peur. Chaque fois qu'il y a une élection, l'Ivoirien a peur. Et ça, c'est symbole de crise, mais c'est aussi symbole de dépassement de soi, parce qu'il n'y a pas plus résilient qu'un Ivoirien après tout ce qui a été vécu. Et c'est quelque chose qui nous a été transmis tôt à mes frères et moi. Quel est ton plus beau souvenir en tant que franco-ivoirien? Mon plus beau souvenir en tant que franco-ivoirien, d'aller au village de mes parents. Quand on est franco quelque chose, quand on a une double culture, euh, on vit entre plusieurs feux. Je suis français, je suis né en France, à Paris 12e. Mon père est né à Trècheville, ma mère est née à Adzopé, en Côte d'Ivoire. Ils sont totalement différents de moi, je suis totalement différent d'eux. Et le choc culturel à la maison, il est violent. Eux, ils n'ont pas connu un interrupteur. Eux, ils ne savent pas ce que c'est. C'est-à-dire que pour eux, avoir un interrupteur et l'électricité qui ne coupe pas dans un pays, c'est déjà un truc de fou. Moi, c'est normal. Donc, je suis un ingrat dans leur esprit, qui ne comprend pas les efforts, le sacrifice des 6 000 kilomètres parcourus dans des conditions précaires, de toute une vie passée en France sous les radars à avoir peur d'être arrêté par la police parce qu'on risque d'être renvoyé à la case départ, de craindre de ne pas avoir de quoi manger ou de ne pas avoir de toit sur la tête. Tout ça, c'est leur réalité et des choses les plus... Tout ce qu'on ne souhaite pas à une femme. Euh, Ma mère a dû le faire pour avoir un toit sur la tête et me permettre de grandir dans des bonnes conditions. Tout ce qu'on ne souhaite pas à un homme, mon père a dû le faire pour que je puisse grandir dans de bonnes conditions avec mes petits frères et avec l'ensemble de la famille qu'ils ont éduqué, accueilli. Et en fait, quand on est franco-ivoirien, quand on est franco quelque chose, on lutte continuellement avec tout ça. Moi, ce qui est normal et ce qui pour mes parents est un sacrifice. Donc, tu es un ingrat. Tu te rends pas compte. Tu fais des bêtises à l'école. Tu te comportes comme tout le monde, alors que tu n'es pas comme tout le monde, en fait. Tu es investi d'une mission. Tes parents, ils viennent de loin. Ils ont tout donné, ils ont tout sacrifié pour que tu aies un toit et l'électricité et l'eau qui coule. De l'eau potable. De l'eau potable. Il y a des hôtels, quand tu vas au pays, il y a marqué eau non potable. Toi, en fait, l'eau du robinet, n'importe où tu vas, tu peux la boire. C'est pas possible, en fait, dans certains pays africains. Et en fait, ce truc-là, c'est un tabou qu'on se dit pas entre Africains. On essaye aujourd'hui, en plus, avec toute l'émergence de on veut s'en sortir, on veut prouver que dans nos pays, ça va. Ça va pas, en fait. Ça va pas. Ça va pas. Faut dire la vérité, ça va pas. Et il y a encore beaucoup de choses à faire. Et en fait, tout ça, c'est des choses avec lesquelles tu te bats. La dureté de mon père. Pourquoi il est aussi dur? Pourquoi il est fou comme ça? Euh, Pourquoi il est aussi frustré? Qu'est-ce qu'il y a? Et donc ça, je ne le comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi ils étaient aussi sur mon dos avec mes frères et sœurs et moi.
J'avais du mal à le comprendre jusqu'à ce que j'arrive au village. Et mon père et moi, on a eu des rapports conflictuels jusqu'à mes 30 ans. Je dis pas qu'aujourd'hui ça va. Je dis que je ne le comprenais pas. Pour moi, il était fou. Et je voulais rien avoir à faire avec lui. Jusqu'à ce que je mette mon pied au village. Et que je vois ses frères et sœurs restés au pays, les conditions dans lesquelles ils sont, les conditions dans lesquelles lui, il a grandi, et toute la force qu'il a dû déployer pour nous faire vivre une autre vie. Et limite, là où je leur en voulais de ne pas nous avoir appris la culture ivoirienne, ni même notre langue vernaculaire, c'était parce que le traumatisme, il est trop violent en fait. Il voulait plus rien, pas qu'il voulait plus rien avoir avec la Côte d'Ivoire, mais avec la vie qu'il avait. Et il voulait tout faire pour qu'on ait rien à voir avec cette vie-là. Et qu'on ait tout autre chose. Et lui aussi, il essayait de se mettre dans un genjutsu à ne plus se rappeler de ça. À ne plus s'en souvenir. J'ai une nouvelle vie, aujourd'hui je suis dans une maison, je fais ci, j'envoie l'argent au pays, fin. Je m'assure que tout le monde se développe là-bas, fin. Mais je veux rien avoir avec ce que j'ai traversé, ce que j'ai fui pour créer autre chose pour ma descendance. C'est violent pour lui, j'imagine même pas tout ce qu'il a dû endurer. Et ça force le respect en fait, de comprendre au final comment ces gens-là fonctionnent, parce que je les comprenais pas. Et donc à mes 28-29 ans, quand j'arrive au village, là ça prend tout son sens, ouais. Là ça prend tout son sens. Et là c'est mon plus beau souvenir de franco-ivoirien, d'arriver dans une misère totale. Rien que pour arriver au village, c'est tellement difficile d'y arriver que, que là je comprends qui ils sont, je comprends ce que ça signifie qu'être ivoirien, je comprends le sacrifice de mes parents, je comprends pourquoi toutes ces années ce monsieur était aussi dur avec moi et pourquoi il était aussi sur mon dos pour faire de moi l'homme que je suis en train de devenir et me donner cette force d'entreprendre avec résilience et d'aider tous ceux qui sont autour de moi, quoi qu'il arrive et quoi qu'on dise. Et c'est mon plus beau souvenir, ouais. Justement, tu nous parles de ce souvenir et de ce que ça a eu comme impact en toi. Quelle est ton approche justement de l'ambition et qu'est-ce que ça a eu comme impact? Mes aspirations, c'est de littéralement changer le monde à travers l'éducation. Parce qu'on a peu d'ambition, on aspire peu. Tu vois, aujourd'hui, en France, l'ambition même politique, c'est d'aller voter. Alors qu'en fait, l'ambition de chacun dans une démocratie, le pouvoir pour le peuple, une république, la chose du peuple, la Respublica, on est censé avoir comme ambition d'être éligible et non pas d'être électeur. Mais on est cantonné à la steppe du dessous. On manque cruellement d'ambition et d'aspiration. On n'aspire à rien. On n'est pas suffisamment éduqué, on ne connaît pas, tout est occulté. Ça, c'est les choses de ceux qui sont là-bas, c'est les choses de... Même dans ma communauté, euh, quand on est africain, parfois on entend ça, c'est les choses des Blancs. Le fait d'être dans la politique, le fait d'entreprendre, le fait de faire les choses avec excellence, le fait de ceci, le fait de ça. On manque cruellement d'ambition. Et mes parents n'en ont jamais manqué. Euh, Ils nous ont toujours poussés au maximum de ce que nous pouvions faire. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs et moi, c'est comme ça que ça se reflète. On essaye d'atteindre le maximum de ce que nous pouvons faire. Tous mes frères et sœurs ne le font pas. Mais pour ceux qui sont câblés comme tels, on essaye. Parce que si on ne cherche pas à subir les règles du jeu, mais à les édicter, on ne va jamais s'en sortir en tant qu'être humain ou en tant que communauté ou en tant que ce qu'on veut. On doit comprendre comment les règles du jeu fonctionnent et tenter de les faire respecter à minima, nous les approprier à maxima, les édicter, alors là c'est le goal. Et est-ce que selon toi, l'ambition est primordiale? Toi, personnellement, en tant que Guy? C'est l'ambition qui nous pousse à avancer. J'aime pas trop le terme ambition, parce que des fois c'est galvaudé, ça, c'est un peu de l'ego. Mais on doit aspirer à quelque chose. Peu importe la taille de ce à quoi on aspire, mais c'est ce à quoi on aspire qui nous pousse à nous lever le matin.
Si on n'aspire pas à changer quelque chose, à créer quelque chose, on fait rien. Et il y a rien de pire que de rien faire, d'être passé sur Terre comme ça sans avoir laissé de traces. Notre vie, elle est inutile. On n'a servi à rien, on n'a accompli aucun rêve, on a eu peur de tout. Parce qu'on n'a pas eu l'audace de nos aspirations, de nos ambitions. C'est dommage. C'est dommage. Alors tout le monde ne sera pas câblé comme ça, et ça va aussi pour ceux qui n'en ont aucune. Mais sans aspiration, on ne fait rien. Et sans aspiration ou ambition, on ne fait que subir la vie qui nous est imposée par l'ambition et l'aspiration d'un autre. Et quand l'aspiration ou l'ambition d'un autre est négative, alors là, c'est tout le monde qui perd la tête. Et malheureusement, c'est dans ça qu'on vit. On parle évidemment d'ambition, on parle aussi d'échec. Oui, Que penses-tu de l'échec? c'est quelque chose d'important. Sans échec, il n'y a rien qui se passe. C'est parce que beaucoup ont échoué. Je ne sais plus qui disait ça, mais je crois que c'est Edison, quand il a trouvé la formule de l'ampoule, qui disait après 999 tentatives, il dit j'ai pas échoué, j'ai trouvé 999 façons de faire quelque chose qui ne fonctionnait pas. Churchill qui disait l'ambition c'est d'aller d'échec en échec avec assurance. Donc en réalité, il n'y a pas d'échec. C'est une partie de ton chemin qui te permet d'évoluer. Et moi, ma définition de l'échec, c'est que c'est une somme d'escaliers qui te mène à ta destination. Chaque échec est une marche qui forme un escalier qui te permet d'atteindre ton succès. Donc il n'y a pas... Aujourd'hui, l'échec, c'est un truc qui est sous-coté ou qui est surcoté. On en parle, bon, on fait tout un tas de philosophies là-dessus. Beaucoup de gens sont paralysés au fait d'échouer, mais on est mal câblé. Aujourd'hui, l'école nous dit il faut pas échouer, il faut tout connaître, il faut avoir 20 sur 20, il faut tout savoir du premier coup. C'est pas possible. C'est en se trompant qu'on réalise des actions qui sont bonnes. C'est en se trompant que le post-it est né. Le post-it que tout le monde utilise aujourd'hui, c'est une erreur à l'origine. Dans la chaîne de fabrication, le bonhomme qui a créé le post-it, on lui avait demandé de mettre de la colle sur toute la face des feuilles en question, et il l'a fait que sur une partie sans le faire exprès. Et donc on a dit on va pas tout jeter, on va en faire quelque chose. C'est devenu un post-it. Donc les erreurs que nous réalisons ont tout un but, celle de nous permettre de grandir et celle de nous permettre de créer quelque chose aussi. Et quel message justement tu pourrais transmettre à toutes ces personnes qui laissent la peur de l'échec les empêcher d'avancer? Arrêtez ça. C'est votre peur d'avancer qui vous rend nul. Parce que souvent, quand on échoue, on a peur d'être nul et d'être vu comme tel. Non, échoue. Échoue, c'est trop stylé. C'est le fait d'être paralysé par l'échec qui est nul. Parce que du fait d'être paralysé par l'échec, tu crées deux névroses. La première, c'est que tu fais rien. Donc ta confiance en toi, elle s'effrite. La deuxième, c'est que ça nourrit une forme d'arrogance. T'as pas fait, tu sais pas faire, mais tu prétends savoir. Oh, il n'y a rien de plus insupportable que ces gens-là. Et en fait, tu crées deux névroses. Soit tu baisses en confiance en toi parce que tu ne fais rien de ta vie par peur d'échouer. Soit tu te gonfles d'orgueil en n'ayant rien fait de ta vie et du coup, tu es insupportable. Non. Échoue, crée des trucs, montre tes cicatrices de guerre parce que toi, tu es au moins allé au front versus quelqu'un qui ne fait rien, c'est beaucoup plus valuable. Donc, non, quelqu'un qui est paralysé par l'échec aujourd'hui, je lui dirais fonce tout droit, quoi. Fonce échouer, analyse ton erreur, trompe-toi, euh, maîtrise le risque quand même. On ne dit pas d'aller échouer à des valeurs qui sont beaucoup plus fortes que celles que tu peux supporter. Des échecs à 1 million d'euros quand tu ne peux pas les payer, c'est compliqué, mais échoue à petite échelle. Crée-toi des bacs à sable dans lesquels tu peux tester tes idées, les mettre en application rapidement, à moindre coût, avec une vitesse d'exécution et de réexécution, si nécessaire, qui soit la plus rapide possible, afin de te rendre compte que ce que tu as comme idée, c'est possible et tu peux y arriver. On parle d'échec, mais on parle aussi de réussite. Ouais. Euh, que penses-tu de la réussite? C'est quelque chose qui m'a fait peur longtemps, ça. Réussir. Ouais. Parce que quand tu réussis, il y a plein de choses qui t'arrivent que tu ne maîtrises pas. Il y a des gens qui viennent te voir alors qu'ils ne te calculaient pas. Il faut savoir les gérer. Euh, Il y a des offres qui te sont faites, parfois nauséabondes
ou pas très catholiques qui te sont faites et qu'il faut savoir refuser, parce que c'est toujours très alléchant. Euh, Il y a une notoriété qui vient et qui peut faire peur. Et puis surtout, tout peut s'arrêter. Tout peut basculer. Toutes ces mêmes personnes qui hier t'encensaient, à la moindre escarmouche, à la moindre fausse accusation ou la moindre difficulté, peuvent complètement disparaître. Et donc, quand tu réussis et que ta réussite, tu la mets dans ta popularité, donc dans ton ego, tu peux tomber beaucoup plus bas que terre le jour où tout s'arrête. Et c'est très difficile. Moi, j'ai eu peur de la réussite pendant longtemps. Moi, je suis un pauvre. Je suis né dans la pauvreté. Donc, je commençais à réussir, palper des sous, ça m'a fait très peur. La notoriété, c'est quelque chose qui m'a fait très peur. Euh, et, et commencer à jouir des fruits de la notoriété, c'est quelque chose dans lequel je me suis perdu même. Donc, réussir, c'est quelque chose qu'il faut être accompagné dans la réussite. Parce que quand on peut péter les plombs, quoi. On peut devenir fou. Quand on n'est pas solide sur ses appuis, qu'on n'a pas une base arrière qui nous reprend, ça peut être très difficile de réussir. C'est la plus belle chose qu'on peut vivre. L'échec aussi, c'est très beau. Mais on cherche tous à réussir. Et donc l'échec est une étape avant cela. C'est magnifique de réussir, mais ça nécessite d'être entouré. Ça nécessite d'être humble. Ça nécessite d'être accroché à des valeurs qui nous sont supérieures. Pour certains, c'est la foi. Pour d'autres, c'est Dieu. Pour d'autres, c'est autre chose. Faut rester accroché à ces valeurs-là, parce que si on n'y est pas, la réussite peut aussi nous détruire. Le volet négatif de la réussite, c'est toutes les personnes qui vont aussi vouloir que tu tombes, tous les ennemis que tu vas te faire parce que tu réussis, là où d'autres ont échoué. Et pour ça, il faut être stable, humble, discret, ne pas être détaché de la réussite, ne pas voir ça comme finalement un goal. Il faut faire très attention. Et justement, ce n'est pas un goal, ce n'est pas un objectif Mhm. pour toi. Quel est ton objectif? L'impact. Je cherche plus à réussir. Je cherche à transformer chaque vie qui m'entoure. J'ai une école de commerce. Mon but est de permettre à chaque jeune que j'aurai, et moins jeune d'ailleurs, que j'aurai l'occasion de croiser ou qui me fera confiance pour l'accompagner, d'atteindre ses objectifs à lui. Et il n'y a rien de plus beau pour le coup. Là pour le coup, c'est complètement détaché parce que ça ne me concerne pas. C'est la réussite de quelqu'un d'autre. Et donc, aider quelqu'un à atteindre ses objectifs, là, c'est fou. Et tu changes tout. Parce que tu lui auras appris à entreprendre, à se vendre, à se développer, à changer de mindset, à évoluer, à grandir, à sortir de son milieu. Pour le coup, moi, c'est des jeunes de quartier. À sortir du quartier. Et toute la mentalité qui va avec. Pour atteindre d'autres degrés, d'autres mondes, d'autres univers, d'autres niveaux d'excellence. Et ainsi de suite. Comme une boule de neige, on forme une avalanche parce que tu en as sorti un, puis deux, qui lui-même va en sortir un, puis deux, qui elle-même va en sortir deux, puis trois, etc. etc. Donc d'aider toutes ces femmes et ces hommes, ces jeunes femmes et ces jeunes hommes à se développer, là, il y a du sens. Pareil pour mon cabinet, pareil pour mon agence de service à la personne, pareil pour quand on m'invite en conférence, c'est l'impact que je cherche. Comment est-ce que quelqu'un qui me croise passe d'un état à un autre et que cet autre état l'aide à avancer? Ça, c'est magnifique. Comment as-tu réussi à trouver ta voie? Waouh! Comment j'ai fait pour trouver ma voie? Je sais. Oh, c'est dur. Honnêtement, je sais pas, hein. Déjà, je sais pas si je l'ai trouvé. Déjà, je sais Bah, pas si je l'ai trouvé. ici, en Mais l'occurrence, tu nous parles justement de ton objectif, ouais. euh, avoir de l'impact. Mhm. Euh, Justement, avoir de l'impact, c'est justement la voie que tu as décidé Ok, je comprends. de, Ok, je comprends mieux ce de que tu veux dire. choisir. Ouais. Peut-être que ce n'est pas ça, mais en tout cas, c'est ce que tu nous transmets. Mhm. Euh, c'est quelque chose qui est difficile à trouver pour beaucoup de personnes. Mhm, mhm, mhm. Comment est-ce que tu as trouvé justement cet objectif? C'est tous Disons mes ça comme échecs. ça. C'est tous mes échecs. C'est toutes les fois où je me suis trompé. C'est toutes les déconvenues qui me sont arrivées. Avant, je voulais juste réussir. Maintenant, ça m'intéresse même plus. La réussite viendra du fait de mon impact. Et c'est en prenant de la hauteur sur ce qui t'arrive, surtout quand il t'arrive des déconvenues, que tu réalises. Sans déconvenues, il nous arrive rien. On réalise rien. J'ai eu des problèmes de santé très graves. On m'a annoncé que j'allais pas vivre aussi longtemps que je devais vivre. Ça fait relativiser.
Tu comprends, en fait, bah, ok, il me reste moins de temps, mon espérance de vie est réduite, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ce peu de temps qui me reste, tu vois? Et, et tu comprends que c'est pas juste réussir. Tu comprends que ta vie, c'est comme du pain et tu dois te partager pour que tout le monde puisse manger du fruit qui l'aide à évoluer. Comment est-ce que tu te donnes au monde, tu vois? et, et le fait de se plonger aussi dans les Écritures et pour ceux qui ont la foi de, de, de s'inspirer de personnages éminemment importants de par les écrits sur leurs récits et sur ce qu'ils ont pu avoir comme impact pour le monde. Et tu te dis, ok, je veux faire ça. J'aspire aussi à ça. J'ai compris, c'est ça en fait. Et moi, concrètement, c'est vers ça que je tends. Et on a parlé d'ambition, d'échec, de réussite, et cetera. Où est la place du doute dans ce que tu vis? Constamment, mon ami. Rien que d'être en face de toi. Qu'est-ce que je vais raconter? Est-ce que je serai inspiré? Qu'est-ce que je vais dire? Tu me poses des questions qui sont plus importantes et impertinentes les unes que les autres. On arrive dans des débats et dans des niveaux de discussion rares. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que ce que je dis, c'est important? Est-ce que ce que je dis, c'est intéressant? Est-ce que je suis à la hauteur de l'événement? Tous les jours, on doute. Quiconque marche doute. Il n'y a que ceux qui sont assis qui doutent pas. Quand tu es assis, c'est stable. Mais quiconque marche, se lève et marche vers un objectif doute. Et ce doute, faut que tu doutes de lui. Parce que là où tu as peur de faire quelque chose, il y a mille et une façons. Prendre le verre d'eau qui est en face de moi, j'ai mille et une façons de le faire. Toutefois, peu importe les scénarios, peu importe les manières de faire, la manière que tu auras choisi de faire, n'en doute pas, va au bout, que ça fonctionne ou non. Si ça fonctionne pas, au moins il n'y a plus de doute, tu sais. Recommence différemment. Fais mieux. Analyse. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'échec. Le doute est présent parce que tu as un multivers de possibilités devant toi de faire exactement la même chose. Ton podcast, tu pouvais le faire de mille et une façons différentes. Tu as choisi celle-ci. Que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, tu vas aller au bout. Et une fois que tu seras allé au bout, on prendra le bilan. On prendra le temps de faire le bilan. Et c'est ça qu'il faut se dire. On va toujours douter, on va toujours craindre, on va toujours avoir peur. Mais faisons douter le doute. Et à ce moment-là, on prendra le soin d'analyser, de dresser le bilan de ce qu'on a fait pour nous ajuster. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de regretter ton doute? Ouais, tu sais, c'est très épidermique ça. Quand tu doutais de faire quelque chose, que tu l'as fait et que ça a foiré, ah mince, je regrette, j'aurais pas dû. Bah si, t'aurais dû. Parce que si t'avais pas fait, t'aurais pas eu la certitude. Et tu serais resté dans le doute. Si tu veux avoir des certitudes, tu dois affronter le doute. Et il n'y a qu'une seule façon d'affronter le doute, c'est de douter de lui-même pour avancer. Donc là, aujourd'hui, les regrets, ils sont épidermiques. C'est-à-dire que c'est à un moment donné. Après, tu corriges. Et si on ne te donne pas l'occasion de corriger, souvent dans les relations humaines, tu doutes d'agir comme si avec quelqu'un et finalement tu te retrouves à agir comme ça. Et puis quand tu as agi comme ça, c'est pas bien pris ou c'est pas bien ceci. Si tu as la volonté de réparer et que tu fais tout pour, mais que l'autre personne t'en empêche, c'est plus ton histoire. Tu auras fait la démarche. Si l'autre est trop fâché, tant pis. On se retrouvera quand l'autre sera moins fâché. Mais au moins, tu auras eu la démarche. Mais quand on agit mal, on corrige. Et si on ne donne pas l'occasion de corriger, bah c'est qu'il n'y a rien à faire en fait. Et c'est tout. On a parlé d'ambition, d'échec, de réussite, de doute, tout ça a été important dans ton parcours Ouais. et ton entourage. Mm. Est-ce qu'il a été important dans ton parcours? Fondamental. Fondamental. C'est des piliers. Quand tu réussis, il y a beaucoup de monde autour de toi. Quand il t'arrive une déconvenue, il y a beaucoup moins de monde autour de toi. C'est eux ton entourage. C'est eux le vrai entourage. C'est eux ceux qui t'aiment pour qui tu es et non pas pour ce que tu fais. Et moi, je me suis beaucoup perdu dans les gens m'aimaient pour ce que je faisais ou pour ce que je représentais. On doit t'aimer pour qui tu es. Le bon, le moins bon, l'excellent, le moins excellent, le médiocre. On doit t'aimer pour ce que tu es
Il faut toujours s'assurer d'être aimé pour ce qu'on est et de rester avec ces personnes-là, d'être fidèle et loyal à ces personnes-là. Pas les gens qui, comme un train, qui montent, qui descendent. Ceux qui restent, ceux qui sont avec toi. Et ceux-là, c'est des gens avec qui on peut les compter sur les doigts de deux mains. Et c'est des gens pour qui j'irai à la guerre toute ma vie. Parce qu'ils sont là, ils sont avec moi et ils m'aident à avancer quoi qu'il arrive. L'entourage est hyper important. Sans un entourage sain, sans des gens qui t'aiment, un homme, une femme peut se foutre en l'air facilement. Moi-même, je l'ai voulu, donc sans un entourage sain, c'est difficile. Et souvent, je parle de confiance. Ouais. Quelle place a la confiance dans l'entourage et comment réussir à justement faire confiance et Hmm. euh, donner sa confiance? Oh, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je partais du principe que moi, je faisais confiance à n'importe qui, même quand je te connais pas, je t'aime. J'ai confiance. Et j'ai eu une phase où pour mériter ma confiance, j'allais te faire du mal. Je voulais éprouver, te tester. Parce que la déconvenue que j'avais eue était tellement forte que pour moi, j'allais finir seul et me suicider. Et donc, pour m'assurer de ton amour, je te testais en étant vache. Et si tu tenais bon, c'est que tu m'aimais. Et c'est que tu pouvais rester. Mais ça, c'est un cercle vicieux. Ça, il n'y a qu'un malade qui fait comme ça. Et j'étais complètement malade. Quand tu as une déconvenue qui est trop forte, tu deviens fou. Et j'étais devenu fou. Tu en es Parano. conscient. Oui, je le sais très bien. J'étais même conscient quand j'étais fou. J'étais très conscient de ce que je faisais. Mais tu deviens fou. Tu deviens fou. Et je suis redevenu à mon premier état. Je suis redevenu à mon état de je te fais confiance que je te connais ce que je te connais pas. Parce que si tu me trahis, c'est ton problème. J'ai juste à tourner les talons. Comme disaient les Camerounais, je mets plus les organes. Je suis plus m'embrouiller avec toi, m'énerver parce que tu m'as fait une déconvenue. Aujourd'hui, on a des avocats, on a des comptables. Aujourd'hui, on est entouré. C'est hier, quand on n'était pas entouré, qu'on réagissait avec la colère, avec violence, avec agressivité. Aujourd'hui, quoi que tu me fasses, il y a 2 cabinets d'avocats. Donc, j'ai plus de... Je ne... Et ceux qui ont la foi, c'est pareil. Ils disent, quoi que tu me fasses, il y a Dieu. Eh bien, physiquement, non, spirituellement, quoi que tu me fasses, il y a Dieu déjà. Mais quoi que tu me fasses, physiquement, il y a mes avocats. Et donc, je suis back-upé. Et justement, tu dis tourner les talons, Ouais. mais est-ce que tu serais capable de pardonner, Oui, mais, très facilement. mais avoir le pardon total? Oui, oh. Parce que il faut pas garder des gens dans son cœur. Hein. Faut pas, c'est pas bon ça. Faut pas garder des gens dans son cœur. Faut pas être fâché. Moi, je me fâche pas. Si je vais physiquement être énervé un temps, c'est très ponctuel. Mais je vais pas me fâcher contre toi longtemps. Ça m'intéresse pas de m'énerver contre toi, de t'en vouloir, d'être fâché. Ça m'intéresse pas d'être fâché contre quelqu'un. C'est trop d'énergie dépensée. Ça m'intéresse vraiment pas. Mais serais-tu capable de recréer la même relation qu'avant? Impossible. C'est ça que je veux dire, le pardon total. Ok. Non, pardonner, c'est pas forcément de retrouver la personne et on s'aime comme au premier jour. Hein. Parce qu'il faut pas être schizo non plus. Tu vois Judas, c'est pas un mec avec qui tu retournes. Il t'a trahi une fois de manière violente, on va pas là-bas encore. Tu vois ou pas? Même si ce qu'il a fait était nécessaire. Non, ce que la personne t'a fait de mal, c'est nécessaire dans ta vie. Quel que soit ce qu'on t'a fait de mal, c'était nécessaire dans ta vie pour que tu évolues. Pour le mieux. Pas pour que tu te renfermes et que tu deviennes fou. Tu as le droit de devenir fou, mais ça doit être un temps. Parce qu'on est humain. Le mal qu'on nous fait, il doit nous servir à faire plus de bien aux autres et à être une meilleure personne. Tu vois? Et moi, dans ma meilleure personne, tu peux me faire ce que tu veux. Me taper, m'insulter, me calomnier, m'accuser de choses qui n'existent pas. J'ai aucun problème avec ça. Je te pardonne même de l'avoir fait parce que pour avoir fait ça, faut être fou. Et donc, je comprends que tu ne vas pas bien. Et parce que tu ne vas pas bien, tu fais du mal aux autres. Faire de toi un de mes amis, non, je n'ai pas besoin, j'en ai. Ils sont fidèles, ils sont fiables, ils sont bienveillants, tout va bien avec eux. Il n'y a pas la place pour d'autres personnes. Mais je ne vais pas t'en vouloir. Parce que je sais que tu es fou.
Et quand tu iras mieux que ce que tu as voulu faire, tu te rendras compte que ça ne marche pas, que ça ne m'a pas atteint, et qu'en plus tu auras subi une sanction pour ça, je n'ai rien contre toi. Mais on ne peut pas marcher ensemble. Mais tu gardes une distance. Je garde une distance. Je veux pas que tu meurs. Il y a une expression comme ça, c'est souvent on dit euh, quand quelqu'un te fait du mal, tu veux pas qu'il soit à ta table, mais tu veux pas non plus qu'il mange. Moi, je veux que tu manges. Tu n'es juste pas à ma table, mais je vais t'aider à manger. C'est-à-dire qu'envoyer un serveur pour que tu manges, je peux le faire. Mais que tu t'asseyes à ma table, ça non, t'accompagner, on n'en a pas besoin. C'est tout. Mais non, je veux pas du tout en vouloir à qui que ce soit. Hein. Ça m'intéresse pas. C'est une dépense d'énergie inutile. Franchement, c'est trop long. D'en vouloir à quelqu'un. Mais c'est trop dur. Moi, je comprends même pas. T'en veux à quelqu'un. J'ai eu un truc comme ça. Je vais te raconter une anecdote. Un gars comme ça, il m'a cousu un vêtement. Et il m'a cousu un vêtement dont j'ai pas été satisfait. Donc je lui dis, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je trouve que la confection, tu m'as habitué à mieux. Pour faire simple. Pour moi, la conversation, elle s'est arrêtée là. J'essaie de l'appeler parce que j'ai besoin d'un nouveau vêtement. J'ai du mal à la voir, je comprends pas. J'arrive pas à le joindre, je comprends pas. J'appelle avec un autre numéro, je l'ai au téléphone. Il me dit, j'avais des problèmes de réseau, c'était compliqué. Mais t'inquiète, on s'appelle ce soir. Je le rappelle le soir, j'arrive pas à la voir. Et puis par une relation qu'on a en commun, qui nous a mis justement en relation, il envoie un message. Il dit, je veux plus rien avoir à faire avec lui parce qu'il n'a pas été satisfait du vêtement que lui-même a composé. Attends, j'ai choisi le tissu, j'ai choisi le modèle, mais c'est pas moi qui l'ai créé. Où est ta part de responsabilité dans la chose? Et donc tu m'en veux parce que je t'ai dit que je n'aimais pas quelque chose que tu as créé sous mes recommandations? Je suis juste désolé. Je te prie vraiment de me pardonner. J'ai heurté ta sensibilité. S'il te plaît, pardonne-moi. Que tu ne m'aies pas donné le vêtement en temps et en heure. Que tu n'aies pas fait exactement ce que j'attendais. Que ceci, que cela. C'est pas grave. Tu as décidé de m'en vouloir. Je ne comprends pas pourquoi ni comment, parce que au final, on aurait pu en discuter. C'est pas grave. Tu vois? Et en fait, il faut avoir ce truc-là. En tout cas, moi, j'essaie de le cultiver. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire. Je ne donne pas de leçon à qui que ce soit, mais quelqu'un t'en veut, t'essayes de réparer. La personne ne veut pas. Que Dieu la bénisse. Si au fond de toi, tu as voulu blesser la personne, revois-toi, remets-toi en question. Mais si au fond de si toi, c'est un non-événement, tu t'en rappelles même plus, et que la personne t'en veut et ne te donne pas l'occasion de réparer, c'est son problème. Tant que tu estimes avoir fait le nécessaire pour... Tant que tu as tout fait dans ton âme et conscience et dans ce que tu pouvais pour réparer la situation, mon ami, quelqu'un veut t'en vouloir. C'est trop long. Je comprends pas. On doit apprendre à se réconcilier. Et le monde dans lequel on vit, on aime se diviser. Diviser pour mieux régner. Machiavel, là, il avait raison. On passe notre temps à faire que ça. Et à toute échelle. Là, on parle d'un vêtement. Mais à l'échelle d'une nation, les ethnies se divisent entre elles. J'aime pas les gens du Nord, j'aime pas les gens du Sud. À cause de quoi? Vous avez la même carte d'identité, le même passeport. J'aime pas les gens qui viennent de telle rue, les gens qui viennent de tel endroit. On passe notre temps. Le pardon et essayer de réunir tout le monde. On passe notre temps à se quereller alors qu'on devrait se réunir. Alors, pour finir cet échange, est-ce que tu pourrais te définir en 3 mots? Ah, toi là, tes questions. Me définir en 3 mots. Mais je vais passer par où pour faire ça. Me définir en 3 mots. Me définir en 3 mots. Tu peux le répéter encore une fois comme ça? Me définir en 3 mots. Non mais... Tu l'as quand même répété. Ouais, grave, j'ai pas fait exprès en plus. Non mais comment je vais faire ça? Attends.
Je sais pas. Les 3 premiers mots qui te viennent à l'esprit quand tu penses à toi. J'allais dire grande, noire et chauve. J'allais dire grande, noire et chauve, mais si je dois prendre les trucs qu'on me dit, Oui, si tu penses à la personne la plus proche de toi. ma mère est dit serviable. Euh, Les gens disent charismatique, faut quand même le placer, tu vois. et, et euh, j'hésite. Euh, J'hésite entre impact pour le dernier et, et protecteur peut-être, mais allez, impact. Impact. Ouais. Ok. Que penserait le petit Guy du Grand? Il dirait, on a réussi à faire ça. On l'a vraiment fait. Tu vois, il se taperait des barres, le petit Guy, je pense. Non, ouais, il rigolerait, il dirait, waouh, c'est cool. Va plus loin, mais c'est cool. Tu commences à nous rendre fiers, vite fait. Vite fait. Pas encore 100% satisfait? Pas du tout, même. Ah, pas du tout. Non, je suis pas satisfait de moi-même. Ah non, il y a tellement de choses à faire. Non, Mon mais le ami. petit. Même le petit, il avait tellement de rêves, ce fou, que le petit Guy se voyait président de la République. Hein, donc on est très loin de là. Hein. Ok. Ouais, le petit Guy, il avait des rêves pas mal, comme il était costaud en rêve. Donc non, non. Continue. Il me dirait continue. Est-ce que tu aurais un message pour toutes les personnes qui nous écoutent et nous regardent? Battez-vous. Réalisez-vous. Épanouissez-vous. Ça viendra de personne d'autre que vous. Faites. Agissez. Doutez plus. Avancez. On a parlé d'ambition, on a parlé de famille. Battez-vous, en fait. Faites votre vie. Créez votre vie. Parce qu'il n'y a personne qui va créer votre vie à votre place. Faites. Faites. C'est dur, hein. Ouais, c'est très dur. C'est dur. Ça fait mal. Mais faites. Faites. Et prenez soin de votre santé. Battez-vous à fond. Prenez soin de votre santé à fond. Dormez 8 heures par jour. Faites du sport. Mangez bien. Buvez de l'eau. C'est hyper important. C'est hyper important. Évitez le sel. Nous, on aime trop le sel dans notre communauté. On mange de l'huile. On mange l'huile littéralement. Et on mange le sel littéralement. Il faut arrêter ces bêtises-là. Prenons soin de nous et battons-nous. Ouais. Je te remercie, Guy, pour cet échange. Merci d'être venu chez House of Africa. Merci à toi. Si tu as un dernier mot, la parole est à toi. Franchement, on continue. Hein. À South Africa, ce que vous faites, c'est lourd. On encourage Oussama. Il est top. C'est vraiment un chouette gars. Donc, j'ai été ravi de te rencontrer. C'était cool. Merci à toi. Merci.